4,7, c'est le nombre de tirs défendus proches du panier par Bam Adebayo par match cette saison. 4,7. Autant dire qu'on est sur un chiffre qui est comparable, notamment autour de lui, il y a des gens comme Paul George, qui a 5,6, Anunoby, 4,8, Alex Caruso, 4,3. Voilà, et donc en fait vous aurez compris que c'est pas un chiffre de tirs défendus autour du panier qui est si haut que ça. On est même au niveau de certains ailiers défensifs. Bon, Paul George 5,6, mais c'est peut-être le meilleur défenseur off-ball parmi les postes d'ailier, donc ça explique ceci. Mais pour vous dire donc aussi, on est loin des standards de pivot habituels. Donc notamment, les tout premiers, c'est on a du Brook Lopez qui a plus de 8,4 par match, tirs défendus autour du panier en moyenne. Wembanyama 8,3, Porzingis et Gobert qui sont à 7,8 par match. Donc Adebayo avec son 4,7, on est très bas. Et en fait, j'aimais bien, je voulais citer cette stat et je l'aimais bien parce que ça montre aussi, ça illustre assez bien en fait les schémas de Miami, ouais. Et de aussi comment est-ce qu'il faut lire ou ne pas lire justement l'impact d'un Bam Adebayo, dans le sens où pourquoi est-ce qu'il défend moins de tirs au panier, parce qu'on a des schémas défensifs qui sont en fait très différents de pas mal d'équipes, hein. C'est pas du tout des schémas traditionnels, on est vraiment sur une défense en switch la majorité du temps, alors mixé un peu avec d'autres trucs, hein. Parfois lui-même il fait du drop ou des edge ou des trucs comme ça, mais grosso modo on est globalement sur une défense très, très polyvalente qui accepte beaucoup le switch. Donc forcément dans ces schémas-là, oui, il va pas être souvent proche du panier et donc il va pas être forcément autant que les autres en position, autant que les autres pivots, autant en position de défendre des tirs au panier. Donc c'est aussi ça que montre ce chiffre, c'est que il en fait moins, mais aussi parce qu'il a moins de pointuité. Et par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que mine de rien, pourquoi est-ce que ces schémas fonctionnent ? C'est parce que c'est la clé de voûte de cette défense et que justement son incroyable polyvalence permet à Miami de faire ces schémas. Et donc c'est des schémas à la fois qui peuvent switcher sur le ballon, mais même qui sont extrêmement dynamiques et agressifs off-ball, avec plein de stunts, plein de mecs qui viennent dans la raquette ou en tête de raquette boucher l'espace, etc., etc. Donc beaucoup de mouvements et beaucoup d'agressivité. Et ça en fait c'est rendu possible parce que tu as un pivot qui s'appelle Bam Adebayo et que tu peux pas le faire avec un Gobert, tu peux pas le faire avec des pivots plus grands, plus traditionnels, des Lopez. Tu peux pas en fait, parce qu'ils sont pas capables de faire ce genre de mouvement, ce genre de switch, ce genre de stunt, de rotation agressive, d'activité off-ball en fait, très simplement. Donc voilà, c'est aussi pour rappeler ça, pour rappeler ce côté schéma, et qu'on peut pas lire en fait l'impact de Bam un peu comme on lit un peu classiquement l'impact d'autres pivots défensifs. Si on va très simplement comparer le nombre de tirs contestés au panier ou l'efficacité, même l'efficacité au panier autorisé quand il est sur le terrain, que je retrouve ma fiche, la voici. Oui, c'est ça. 68%, 109% d'efficacité autorisée au panier, lorsque Bam est sur le terrain. Et tu dis, en fait, c'est dans le 26e centile, donc à peine mieux que 26% des autres joueurs à son poste, des autres pivots. Bon, c'est une trop grande efficacité autorisée, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y est pas souvent au panier. Donc, on peut pas le lire comme ça, l'impact. Par contre, si on dézoome et qu'on peut pas regarder, comme avec des pivots classiques, à droite à gauche, des petits éléments comme ça autour du panier notamment, tu regardes les chiffres plus généraux, et on peut les lire que comme ça dans des schémas aussi bougeants. En fait, quand il est sur le terrain, on est dans le 89e centile, la performance défensive quand lui est sur le terrain de son équipe, évidemment, donc mieux que 89% de tous les autres joueurs à son poste notamment, et même sur demi-terrain, 88e centile. Bref, on est sur un pivot d'élite qui, encore une fois, je répète pour conclure, mais on peut pas totalement lire aussi facilement que pour un rim protecteur classique l'impact, parce que en fait il y a des schémas différents et donc on peut pas aussi facilement aller piocher des chiffres comme ça, notamment autour du panier, quoi. Ouais, et puis ouais, tu l'as hyper bien dit. Au début, je savais pas trop vers où t'allais quand t'as donné la stat. Je me suis dit, mais c'est un peu bizarre la protection du cercle parce que c'est pas du tout son truc. Même si cette année, il y a eu beaucoup plus de drop que par le passé, moins de zone, moins de switch, etc. Mais ça, c'était un ajustement, je pense, de SPO parce que par rapport au roster, t'avais pas le choix, je pense. Ouais, puis selon les match-up aussi, hein, genre si tu défends sur un porteur de balle nul, tu fais un drop et ça passe, quoi. Ouais. Et puis en fait Bam, j'ai pas pris de stats sur lui, c'est vraiment un point positif cette année, mais j'ai pas pris de stats parce que c'est dur de trouver une stat positive qui représente ce qu'il a fait. Limite, il y a plus de stats négatives cette année, sauf qu'il faut pas les lire comme concrètement comme tu les vois. Là typiquement, tu prends son night rating cette année, Miami est meilleur quand il est pas sur le terrain, mais c'est complètement faux. En fait, c'est juste que défensivement, c'est lui. L'équipe, c'est lui. Si lui il est pas là, tu prends l'eau de partout. Tu prends l'eau de partout. Et tu l'as très bien dit, la protection de cercle, les chiffres ne montrent rien parce que en fait il est soit sur le meilleur joueur adverse, soit en tête de raquette, il empêche justement le drive. Il y a tellement de choses où il est hyper fort en termes de switch, etc. Et surtout, il y a un truc qui ne peut absolument pas s'inscrire dans des stats, ou alors c'est pas une stat que je maîtrise et que je connais, mais il bouche tellement de trous
tellement de retard de rotation de ses coéquipiers, tellement de trucs. Et ça, c'est quelque chose que tu peux que voir en fait avec les images. C'est pour ça que nous, on parle énormément via des stats, etc. Moi, le premier, toi aussi. Mais c'est toujours cette complémentarité avec les images. Et il est tellement dans le côté boucher. Ben, moi, je me répète, mais boucher les trous que effectivement, les stats ne montrent pas tout. Et c'est un des, si ce n'est dans mon objectivité légendaire sur Miami, c'est le meilleur défenseur du monde, quoi. Avec bientôt Victor. Mais ouais, c'est scandaleux ce qu'il est capable de faire de ce côté-là du terrain. Bah, c'est ça, et puis comme dit, c'est juste que avec ces schémas-là et ce profil-là, tu peux pas lire aussi facilement. Il n'y a pas cette béquille stat qui est pratique comme des protecteurs de panier un peu classiques. Bah, tu regardes les chiffres autour du panier et tu peux comparer ce que fait un Gobert par rapport à un Brook Lopez, par rapport à un Wembanyama. Voilà, c'est un métier comparable. Mais pour des Draymond et des Bam Adebayo, bah non en fait. Parce qu'en fait, ils sont tellement partout sur le terrain qu'il n'y a pas un endroit statistiquement, enfin un endroit sur le terrain où tu peux isoler et dire bah, c'est cette action qu'il faut cibler et donc on regarde les chiffres. Bah non, on peut pas. Donc pour ça qu'on peut que dézoomer et voir un peu le résultat final, c'est-à-dire le defensive rating, notamment quand il est sur le terrain ou quand il l'est pas. Même si ça aussi, ça a nuancé, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais voilà, mine de rien, tu vois, moi j'ai fait un podcast il y a quelques semaines en disant est-ce qu'on a encore besoin de pivots pour défendre un NBA, qui était un peu un titre un peu un peu provoquant, mais c'était en gros l'idée de se rendre compte qu'on n'avait pas tant que ça, on avait de plus en plus de défense d'élite sans forcément un pivot transcendant, et pourtant je trouve qu'il reste quand même quelques exceptions. Pour moi on a Gobert évidemment dans ce rôle-là un peu classique, mais parmi les exceptions 3, 4, 5, peut-être Anthony Davis, mais je pense que là-dedans, je mettais aussi, je suis sûr, je mettais aussi Draymond Green et Bam dans ce côté. Ben non, eux, ça se voit pas forcément autant parce que comme dit, schéma différent, mais ce sont les vraies clés de voûte de leur défense. Et voilà, si la défense de Golden State elle est transcendante, où elle peut être élite, c'est aussi quand il y a Draymond sur le terrain. Miami c'est pareil avec Adebayo, quoi. Faut pas se laisser piéger par des chiffres de protection de cercle parce que c'est pas que ça leur métier. En fait, c'était un peu ça mon propos. Et justement, c'est marrant parce que je vais complètement changer de sujet et tout ça, mais je vais raconter ma vie privée. Hier j'ai un ami qui était chez moi et qui est fan de sport, mais pas du tout de basket. Vraiment, il suit un peu tout, mais pas la NBA. Et il me dit, de ce que j'ai pu comprendre, l'équipe de USA de basket qui va aux Jeux Olympiques, ils ont pris les meilleurs possibles. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Bon bref, on débat sur Dream Team, etc. Et il me dit, est-ce que tu peux me présenter les joueurs qui y sont et m'expliquer? Et là, j'arrive sur Bam Adebayo justement. Et je lui dis, en fait, c'est pas le meilleur scoreur, c'est pas le meilleur créateur, mais en mettant ce mec-là sur le terrain, tu sais que tu vas avoir une bonne défense. Et, je veux dire, peu importe ce qu'il y a en face, tu sais que tu vas avoir la défense élite que tu recherches. Et en fait, c'est ça, Bam, c'est que c'est pas le meilleur scoreur, en plus il a pas forcément un scoring qui est intéressant d'un point de vue rentabilité, il est beaucoup sur du mi-distance. On va en parler. Ouais. Ah, ok. Mais en termes de défense, il y a rien à dire, quoi. Vraiment, t'as aucun point faible, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Oui, puis tu vois, le DPOY, c'est une question de narratif. Hein. C'est est-ce que t'as une défense qui est dans le top 3 cette année-là? Est-ce que t'as l'histoire qui va avec toi? Enfin, ce genre de trucs. Quelques équipiers t'as. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il a pas eu de DPOY qu'il était pas à ce niveau-là, je trouve, quoi. Tu vois, il y a des années, Draymond Green aussi n'a pas eu le DPOY alors qu'il le méritait. Anthony Davis n'a aucun DPOY alors que c'est un des meilleurs défenseurs de ces 5 ou 10 dernières années, lui aussi. Donc voilà, c'est pas un marqueur non plus parfait, ce DPOY. Bah, regarde Duncan, regarde Pippen, etc. Voilà, Duncan aussi, ouais, effectivement.